Yann, vous êtes praticien en psychothérapie, superviseur, formateur et formé en analyse psycho-organique et en EMDR. Vous avez choisi d'intégrer la nature dans votre pratique de la psychothérapie comme moyen de reconnecter ces sensations corporelles, entre autres. Pouvez-vous tout d'abord nous expliquer pourquoi reconnecter ces sensations corporelles est un moyen privilégié d'accéder à son être intérieur ? En quoi ces sensations corporelles sont une véritable boussole qui permettent de faire les bons choix pour soi ? Alors, oui, c'est vrai qu'à certains moments de nos vies, on peut avoir le sentiment qu'on a des difficultés, qu'on a du mal à traverser seul, et on peut envisager de faire appel à l'accompagnement d'un praticien en psychothérapie. Et c'est souvent en lien, en fait, avec des difficultés émotionnelles. Ou bien qu'on est perturbé par des émotions qui nous dérangent, comme la peur, comme la tristesse, comme la colère. Ou bien parce qu'on manque d'émotions. On ne sent plus son envie, son élan, son désir de vivre. Et pour pouvoir retrouver donc le contact avec les émotions qu'on ne sent pas, ou pour pouvoir transformer les émotions qui nous perturbent, eh bien on va avoir besoin d'abord de les sentir, ces émotions. Et pour les sentir, en fait, c'est souvent peu dans notre tête que nous sentons nos émotions, là où ça pense bien, mais là où nous les sentons, ça va être plutôt du côté de notre cage thoracique, de notre diaphragme, de notre ventre et dans tout notre corps. Et donc, pouvoir écouter le corps, accueillir à la fois tout ce qui peut être perturbant, qui remonte des profondeurs du corps, mais aussi pouvoir retrouver le contact avec toute l'énergie qui vient de là, eh bien, c'est le chemin que l'on a à vivre quand on veut travailler sur soi, évoluer. Et puis ces émotions-là, avec lesquelles des fois on a du mal, en fait, elles ont toutes quelque chose à nous apprendre. Si la nature a enfanté des générations et des générations d'êtres vivants qui ont abouti jusqu'à nous aujourd'hui, nous qui sommes issus de milliers de générations d'êtres humains, c'est parce que tout ce qui nous constitue a été sélectionné par l'évolution comme utile. Et en particulier, nos émotions sont utiles. Elles sont vraiment un message, un signal qui vient des profondeurs de notre corps, de nos cerveaux aussi subcorticaux, le cerveau émotionnel, le cerveau reptilien, qui nous témoignent à travers les émotions qu'il y a un besoin qui est là. Par exemple, l'émotion peur, elle nous dit qu'on a tout intérêt à faire face à un danger, à s'ajuster face à une situation dangereuse pour survivre. L'émotion tristesse, elle va nous informer qu'il y a quelque chose qui est important pour nous et qu'on risque de perdre. Et donc, elle attire notre attention vers l'importance de cette chose-là. L'émotion colère, elle nous parle de la nécessité de pouvoir dire non, de pouvoir refuser ce qui ne nous convient pas, pour pouvoir dire oui à ce qui est bon pour nous. Et ainsi de suite, toutes ces émotions, elles gagnent à être entendues, accueillies. L'émotion joie, elle nous informe que là, on est au contact de quelque chose qui nous fait du bien. Et ce qu'il y a aussi, c'est que, alors nous particulièrement les hommes, on a été éduqués pour peu sentir nos émotions. Les garçons, encore beaucoup, que ce soit plus ou moins consciemment, sont éduqués à pouvoir contrôler plus que sentir, à pouvoir être fort plus que sensible. C'est ça les qualités qui sont valorisées chez les garçons. Et les hommes que nous sommes devenus, eh bien, on va être souvent dans des attitudes de contrôle, de gérer la situation, de maîtriser, d'être fort. Et on va avoir plus de mal à accéder à nos émotions, aux sensibles. Or, quand on vit un moment de mal-être et qu'on désire évoluer, se transformer, il va falloir ouvrir une porte à l'intérieur de soi pour accéder à ce monde d'émotions. Et c'est en passant par le corps qu'on va y accéder le plus rapidement, le plus efficacement. Il y a aussi que notre vie contemporaine, où on est beaucoup face à des écrans, on est beaucoup sollicité par des multiples actions, on a des charges mentales qui sont fortes, nous éloigne en fait du présent, ici et maintenant. On est beaucoup dans de la visio, dans des télé-actions.
Et on a aussi des métiers qui sont devenus plus tertiaires, qui sont devenus des métiers de parole, des métiers de traitement de l'information. Et donc là où notre relation au corps a été pendant des millénaires, des centaines de milliers d'années primordiale, aujourd'hui on peut avoir tendance en fait à vivre un peu coupé de son corps. Et ce faisant, eh bien, on se prive de pouvoir recevoir la source vitale qui irrigue notre être. Alors, comment la nature nous aide à reconnecter nos sensations corporelles? Comment procédez-vous? Alors les sensations corporelles, on peut dire qu'il y en a de deux sortes. Il y a celles qui nous viennent de l'intérieur, où on va sentir les sensations de ses muscles, de ses organes, on peut sentir le mouvement de son souffle, on peut avoir de la douleur, du plaisir, toute une gamme de sensations à l'intérieur. Et celles-là, on peut effectivement les percevoir dans le cabinet de psychothérapie, par exemple, étant assis ou allongé. On va avoir accès aux sensations de l'intérieur. Mais il y a certains patients thérapisants qui sont dans une certaine difficulté à sentir à l'intérieur. Et donc, des fois, se pose la question de qu'est-ce qui va aider à retrouver plus de sensations avec le corps. Et là, pouvoir vivre une séance itinérante au parc ou une journée de groupe thérapeutique dans la nature, ça va être l'occasion d'être stimulé par la peau, avec le soleil ou le froid, alors par le visuel aussi, par toute la gamme de paysages, de détails, de lumière qui va être offert à nous, être stimulé aussi par toutes les odeurs qu'on va rencontrer dans l'espace naturel, et puis par les sons, là on entend les oiseaux, et il y a tout un monde en fait de sensorialité qui nous stimule quand on est à l'extérieur, et donc on va entrer plus rapidement, plus facilement au contact de notre corps avec toute cette stimulation. On va aussi d'ailleurs souvent voir que les patients, quand ils se trouvent dans une expérience en milieu naturel, souvent ce sont des expériences qui sont un petit peu ludiques, expériences sensorielles ou expériences ludiques, vont accéder assez rapidement à l'enfant intérieur, on pourrait dire. C'est-à-dire un état où il y a du plaisir, où il y a du jeu, où il y a de la joie. Et d'ailleurs, il y a ce lien qu'on observe souvent entre des mémoires de nature et des mémoires d'enfance. Et quand on demande aux personnes, par exemple, pour faire une visualisation d'un lieu de sécurité, imaginez un lieu où vous pouvez être vraiment bien, c'est souvent un lieu de nature qui vient, pas toujours, mais souvent. Et souvent, c'est associé à une image d'enfance heureuse où il y a eu une impression d'être comme ça, porté, enveloppé dans un monde vivant, stimulant, rassurant. Alors pour vous montrer un peu plus précisément comment je peux travailler avec le contact avec la nature, que ce soit en séance individuelle au parc ou avec ma collègue dans les groupes dans la forêt, je vais vous donner un bref aperçu du chemin thérapeutique d'un homme qui a participé au groupe Ma Nature. Et cet homme, on va l'appeler Lancelot, ce n'est pas son vrai prénom, donc cette histoire a été floutée, mais je vous donne quelques éléments pour que vraiment vous puissiez vraiment vous projeter dans ce qu'on peut vivre dans la psychothérapie au contact avec la nature. Je lis pour être fidèle à ce qui s'est vraiment passé. Lors de sa première venue dans le groupe de psychothérapie en forêt Ma Nature, Lancelot nous dit avec difficulté qu'il vient pour trouver plus de facilité à s'exprimer en public. À ce moment-là, il a un emploi qui le satisfait, il a une situation sociale en fait plutôt stable et même assez confortable. Par contre, quand il parle en public, il va être envahi par des émotions qui vont le perturber, il va même parfois perdre ses moyens. Et là où il voudrait parfois exercer l'autorité qui est attendue de lui, de sa fonction, il va au contraire se retrouver diminué, même en perte d'expression. Il essaye de le cacher, mais il y a toute une tension à l'intérieur de lui. Et d'ailleurs, quand il le dit au groupe, sa parole est entrecoupée de pauses, parce que l'émotion l'envahit. Il peine à respirer. Et il a choisi de vivre sa psychothérapie dans ce groupe Ma Nature, parce que il dit qu'il a de bons souvenirs de moments vécus en nature. Et au cours de la première journée, avec ma collègue, on propose une expérience qui consiste à jouer entre 3 arbres un jeu sur le thème de la rivalité entre animaux.
On va souvent s'inspirer comme ça de l'imaginaire de l'animalité dans la psychothérapie dans la nature et même d'ailleurs parfois proposer des situations qui nous ramènent vraiment à l'animal. Pourquoi? Parce que notre cerveau est porteur de mémoire de comportement, de réflexes qui sont issus de nos ancêtres animaux et on va par là pouvoir éveiller, stimuler des zones plus profondes de nous et notamment des instincts de vie. Et au cours de cette première journée, Lancelot, lui, il dit qu'il a beaucoup de plaisir à ce jeu de course entre 3 arbres et déjà il nomme qu'il retrouve l'enfant joyeux en lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne souhaite pas en dire plus lors du partage en grand groupe qui suit ce moment. Il dit qu'il a eu plaisir à retrouver l'enfant joyeux, mais il ne veut pas aller plus loin parce qu'il dit que cet enfant a été très blessé. Et déjà, rien que là, avec ce jeu de rivalité qui éveille l'animalité dans la nature, il y a comme une porte qui s'est ouverte pour Lancelot, parce que d'un côté, il a accédé à des sensations de joie, de motricité, de plaisir de bouger, de vitalité, et en même temps, il a accédé aussi à un autre côté de cet enfant intérieur qui a été très blessé et dont il commence à pouvoir nous parler. Donc il est encore ambivalent là, il a ouvert la porte mais il n'est pas prêt à passer la porte. Et déjà c'est une première étape qui a été permise par cette expérience. Et puis le mois suivant, puisque c'est un jour par mois, lors de la deuxième journée, Lancelot il vit l'expérience de choisir un endroit de la forêt qui lui donne envie de s'y installer, de vivre un moment de détente. Et ça c'est une expérience qui est à la fois simple mais très profonde. C'est quand nous proposons en fait à chaque participant de partir explorer le paysage en quête d'un endroit qui touche, qui plaît, qui rassure, qui donne envie de s'y poser pour vivre un instant ou faire rien. Ou simplement contempler, se poser, se laisser porter par le paysage. Et dans nos vies qui sont tellement remplies d'actions, agitées, ça peut être un moment précieux en fait d'accès à sa profondeur. Et ce jour-là, Lancelot vit cela avec d'ailleurs la présence d'une autre personne qui pose avec l'accord de Lancelot une main sur son épaule et une main sur la terre pour que Lancelot puisse vivre une sorte de triangle en fait entre lui, le monde naturel et puis un autre humain qui est là en bienveillance. Et Lancelot dit qu'il vit du bien-être à se laisser être sans faire, à contempler tranquillement la forêt. Mais il y a des émotions perturbantes qui sont venues. Et à nouveau, on retrouve cette double expérience où il retrouve une sensation de vitalité, de plaisir, et dans le même moment, il accède aux émotions perturbantes. Mais cette fois-ci, il va un petit peu plus loin, parce qu'il peut nous dire que, en fait, il retrouve en fait qu'il est en permanence actif pour ne pas sentir les émotions qui l'agitent. À ce moment-là, parce qu'il a pu choisir un endroit de nature où il a pu se poser, s'adosser, vivre un moment où il a vécu juste rien dans la contemplation de toute la vie qui est là autour, il a pu arrêter ce qu'il est tout le temps en train de faire, c'est-à-dire ce qu'il nous dit, il nous dit agir, contrôler, pour pouvoir répondre aux besoins des autres. Et en fait, parce que lui, il a comme un couvercle à l'intérieur de lui qu'il a mis pour ne pas sentir les émotions qui le perturbent, il est toujours actif, toujours dans servir les autres, écouter le besoin des autres, y répondre. Et là, ça va être la possibilité, c'est vraiment une perspective qui au début lui fait un petit peu peur, hein, c'est de pouvoir ouvrir un accès à l'intérieur. Mais cet accès, il est facilité, en tout cas ce jour-là c'est clair pour Lancelot, parce qu'il est au contact d'un paysage naturel, il a choisi un endroit où il va pouvoir se poser. Voilà. Existe-t-il des preuves scientifiques du bénéfice du contact avec la nature ? Alors ça c'est une bonne question, parce que même si la plupart d'entre nous, on a vécu des expériences plutôt agréables au contact de la nature ou d'un parc ou d'une forêt, en fait, quand on va chez le médecin, en général, on n'est pas soigné par un bain de forêt. Même si, en fait, par exemple au Japon, depuis bien longtemps,
les bains de forêt, c'est-à-dire des séances où, accompagné par un guide de bain de forêt, on va rester 3 heures dans un espace forestier pour ralentir. Au Japon, les bains de forêt sont remboursés par la sécurité sociale japonaise et depuis l'année dernière au Canada, c'est le cas aussi. Mais voilà, en France, on peut dire qu'on est vraiment dans le début de la découverte scientifique des bienfaits que le contact avec la nature a pour nous. Pour moi d'ailleurs, ça a été vraiment pendant des années, et ça l'est encore, un lieu de ressourcement formidable. Si j'avais pas au moins une journée entière par semaine la possibilité d'aller dans la nature, je ne suis pas sûr que je pourrais faire ce métier de la psychothérapie que je fais chaque semaine où j'accueille, je reçois des émotions qui sont parfois difficiles. Et voilà, je pense que je ne suis pas le seul à trouver un certain ressourcement au contact de la nature. Mais avant, c'était ressenti, on ne savait pas vraiment à cause de quoi. Et en fait, il y a eu une première étude étonnante de Roger Ulrich, le psychiatre américain, en 1984, qui a fait suite à une décennie d'observations dans un hôpital de Pennsylvanie, où il a fait 2 groupes pour les patients qui avaient subi une intervention chirurgicale. Il y avait ceux qui, après l'intervention chirurgicale, allaient dans une chambre qui avait la vue sur le parc, et puis il y a ceux qui allaient dans la chambre qui avait la vue sur le bâtiment d'en face. Et les observations ont montré que les patients qui avaient la vue sur le parc avaient une durée de convalescence nettement inférieure à ceux qui n'avaient pas la vue sur le parc. Donc là, il y a eu des centaines en fait, de patients dans cette étude, donc elle est jugée crédible. Et ce qui est incroyable, c'est que Roger Ulrich a fait ensuite une expérience en mettant simplement au mur des photos de nature d'un côté et la vue sur le mur de l'autre côté. Et les patients qui avaient une photo de nature, avaient une convalescence plus courte que les autres. Alors, moi je fais l'hypothèse, je ne suis sûrement pas le seul, que la simple photo de l'espace naturel a suffi à activer les mémoires émotionnelles de moments agréables vécus dans la nature. Après cette expérience pionnière de Ulrich, il y en a eu beaucoup d'autres et je vais juste là vous lire les conclusions d'une méta-analyse qui a été faite par l'Université de Montréal au Canada, en lien avec l'Institut de cardiologie du Québec. Ils ont décortiqué 164 études qu'ils ont trouvées entre septembre et décembre 2020 sur la base de données Medline, PubMed, des études qui portaient sur les bienfaits de la nature sur la santé humaine. Et les bienfaits physiologiques de l'interaction avec la nature, qui sont établis avec un degré de preuve scientifique de grade A, c'est-à-dire le plus haut niveau de preuve, ce sont la réduction de la fréquence cardiaque, la réduction de la pression artérielle, la diminution de l'activité nerveuse sympathique, c'est-à-dire le système qui nous tend, et l'augmentation de l'activité nerveuse parasympathique, c'est-à-dire la partie de notre système nerveux qui nous détend. Et puis aussi la réduction des niveaux de cortisol, qui est l'hormone qui transmet le stress. Et puis il y a eu aussi des bienfaits psychologiques qui ont été évalués avec un niveau de preuve scientifique de grade A, c'est la réduction de l'anxiété. Voilà. Et puis il y a eu aussi plusieurs bienfaits psychologiques présumés de l'expérience en forêt, avec un niveau de preuve scientifique de grade B, c'est la sensation réparatrice, la diminution de la dépression et des émotions négatives, l'amélioration de l'humeur, et puis l'augmentation de la vitalité, la diminution de la fatigue. Donc on arrive en fait au moment où c'est plus simplement un ressenti ou une superstition de se dire allez, va te mettre au vert, ça te fera du bien. On a une collection de preuves scientifiques qui nous montrent qu'on a bénéfice vraiment pour notre santé physique et psychique à aller au contact de la nature. Sur quel modèle théorique vous appuyez-vous pour pratiquer la psychothérapie au contact de la nature ? Alors quand on a commencé à se poser la question avec mes collègues de sur quoi s'appuyer théoriquement pour pouvoir proposer une pertinence clinique de la psychothérapie au contact avec la nature, une première référence évidente pour moi c'était les théories des médiations qui ont été développées notamment par Roussillon, le psychologue français et son équipe. Les médiations thérapeutiques c'est quoi ? Eh bien en fait c'est avoir recours à un objet tiers qui va nous aider à sentir des parties de soi qu'on ne sent pas habituellement.
Prenons l'exemple, par exemple, du travail de l'argile dans le cabinet de psychothérapie. Des fois, on peut proposer à une personne de travailler la terre avec les mains, ou, je ne sais pas, de faire un dessin avec des feutres. Et ce qui va s'exprimer là, dans les mains dans la terre ou avec les feutres, ça va être différent de ce que la personne va dire avec sa parole. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la même partie du cerveau qui travaille. Et donc, la médiation thérapeutique, elle invite à s'exprimer d'une façon autre, on est stimulé d'une façon autre, et tout ce qu'on avait refoulé, gardé, coincé à l'intérieur de soi, et qui ne sort pas sur le plan conscient et verbal, eh bien, va pouvoir s'exprimer à travers la médiation thérapeutique. Et après, ce dessin, on va pouvoir le regarder, ce bloc d'argile, on va pouvoir le regarder. Et donc la première idée, c'était de dire, peut-être qu'en fait, le contact avec la nature, c'est aussi une forme de médiation thérapeutique, dans le sens où, en allant rencontrer avec ses 5 sens la nature, on va être stimulé à des endroits plus profonds de soi, plus inconscients, et on va accéder à des émotions, des sensations qui n'étaient pas accessibles sur le plan de la pensée. Je mets mes mains là-haut là, pour montrer que habituellement, on se censure beaucoup en fait, on s'empêche beaucoup d'accéder à nos ressentis et à dire ce qui est vraiment au fond de nous. Les médiations, ça va être une sorte de raccourci pour accéder plus directement à des parties de soi qui sont empêchées. Et donc, la nature, le contact avec la nature, ou le parc, la forêt, va jouer le rôle d'une sorte de raccourci pour accéder à des parties de soi. Et pour ça, ça suppose quand même qu'on ait des éléments de structure pour penser de quelle façon on va s'en servir et comment et avec quel type de patient, quel type de demande thérapeutique. Et là, je trouve que c'est pertinent vraiment de distinguer 3 niveaux de rencontre avec la nature. D'ailleurs, on pourrait commencer par le premier, c'est vraiment le niveau sensoriel dont on a parlé tout à l'heure. C'est les 5 sens, c'est respirer, toucher, se laisser sentir la caresse du vent, du soleil. C'est toutes ces retrouvailles avec la sensorialité. Ce qui est déjà beaucoup, par exemple pour les personnes dépressives. Retrouver l'accès au corps. Et puis le deuxième niveau, ça va être tout ce que l'on peut projeter de soi dans un paysage naturel. Un peu d'ailleurs comme vous savez ces tests projectifs, là, tests de Rorschach, qu'est-ce que vous voyez dans cette image ? Je vois ceci, je vois cela. Et quand on se promène dans un paysage naturel, ou en séance individuelle avec un patient ou en groupe, on peut parfois proposer aux personnes, laissez-vous sentir là quand vous traversez ce paysage, s'il y a un endroit de ce parc, ou peut-être un arbre en particulier, qui dit quelque chose de vous, qui vous ressemble. Et c'est vraiment étonnant et amusant d'ailleurs de voir comment, à chaque fois, au bout d'un moment, la personne dit « Tiens, cet arbre-là, par exemple, un peu isolé, qui a été abîmé à cet endroit-là, mais quand même, qui est solide, il lui manque une branche sur le côté. Cet arbre-là, on se ressemble. » Et donc là, la nature, sur le plan visuel, le paysage en tout cas naturel, va jouer le rôle d'un espace projectif qui va permettre de parler de soi. Des fois, il y a des animaux aussi dans ce parc de Noisiel, là, une personne qui me dit « Tiens, moi je suis comme ce mouton-là, à l'écart des autres. » Une personne qui me dit « Moi je suis comme cette branche-là qui a été cassée comme ça. » Voilà. Et à partir de là, ça permet de rentrer dans la transformation. Parce que quand vous voyez cela, ça vous fait sentir quoi? Ça vous donne envie de quoi? En fait, en passant par le dehors, souvent d'ailleurs sans en avoir tout à fait conscience, la personne va en fait parler d'elle-même, accéder à sa profondeur. Ça, ce serait donc le deuxième niveau de rencontre avec la nature, l'espace projectif qui permet de voir au dehors ce que l'on a au dedans. Mais il y a un troisième niveau aussi de rencontre avec la nature que je trouve magnifique parce que là, on a plus qu'avec un bloc de terre ou avec des feutres ou avec une activité, avec un objet inerte. La nature, ce n'est pas un objet en fait, c'est vraiment un ensemble d'êtres vivants, un ensemble qui existe dans une interaction systémique
avec plein de signaux de communication qu'on commence à connaître maintenant d'ailleurs. Hein. Les arbres peuvent communiquer par voie aérienne pour s'informer par exemple de l'arrivée d'un prédateur. Ils peuvent aussi communiquer par voie souterraine pour s'informer, aussi pour se transférer des sucres. Il y a toute une intelligence en fait de cet écosystème. Les animaux, les végétaux aussi sont capables de traiter les informations, de décider quand est-ce que les bourgeons vont s'ouvrir. Et cette intelligence collective dans laquelle on baigne quand on est en forêt, en fait, elle peut avoir quelque chose à nous apprendre quand on peut la regarder. Par exemple, j'avais un jour un patient qui était au parc avec moi en hiver et puis il me dit voilà, cet arbre-là, c'est comme mon frère et de toute façon, il est mort. Et effectivement, l'arbre était tout sombre, tout mince, il n'y avait pas de feuilles. On pouvait penser qu'il était mort, sauf que moi j'étais passé un petit peu avant et que j'avais vu que les bourgeons étaient déjà formés en fait. Et que là, je me suis posé la question, est-ce que je le laisse projeter que cet arbre est mort ou est-ce que je lui propose d'aller voir ce qu'il en est effectivement? Et pour qu'il ne reste pas sur cet regard pessimiste, je lui ai proposé qu'on se lève et qu'on aille voir ce qu'il en était. Il a accepté, on a été voir. Et puis, il a pu attraper une branche basse et puis voir qu'en fait, effectivement, il y avait déjà des bourgeons qui étaient formés, probablement dès la fin de l'automne, et que ce qui apparaissait comme mort et comme terminé était en fait porteur d'une nouvelle fécondité à venir. Et là, on voit bien dans cet exemple comment l'écosystème forestier, enfin le parc, la nature en général, c'est plus qu'un objet sur lequel on va enfoncer ses poings ou dessiner. C'est vraiment une intelligence dont on peut s'inspirer. On a des choses à apprendre de cette vie-là dont on est nous-mêmes issus, bien sûr. Et pour pouvoir vous éclairer un petit peu plus concrètement sur comment on peut travailler sur ces 3 niveaux dans la nature, donc sensorialité, projectif, et puis apprendre du monde vivant, je vous redis quelques mots du chemin thérapeutique de Lancelot, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on a vu que par le jeu de course qu'il a vécu le premier jour, là, il a rencontré du plaisir de bouger, l'animal en lui-même, l'enfant joyeux déjà. On a vu que au cours d'une journée suivante, quand il a choisi un endroit où se poser et faire rien en contemplant, là il a vraiment accédé à un moment de détente. Et il y a eu d'autres moments aussi où il a été vraiment stimulé dans sa sensorialité, par exemple, donc dans ce premier niveau. Par exemple, cette fois où on a proposé un jeu d'équilibre en marchant sur un tronc d'arbre couché au sol. On trouve ça des fois dans les forêts, un arbre couché, et là on a proposé aux participants de se mettre debout, chacun à un bout. C'était pas dangereux, hein, il y avait 40 cm de hauteur, mais c'était difficile de marcher en équilibre sur le tronc, et le jeu c'était d'arriver à se croiser ensuite à 2 comme ça. Donc ça supposait d'abord de bien sentir son corps, l'axe vertical de son corps, son point d'équilibre, donc une motricité fine, un accès à soi beaucoup plus subtil, et ensuite dans le contact avec l'autre, d'arriver à percevoir aussi les nuances du poids de l'autre, créer un équilibre à 2, et d'arriver là, sur ce tronc d'arbre, à créer cette bascule pour faire ce demi-tour. Et à ce moment-là, lui, il vit beaucoup de plaisir en fait. Il change de partenaire, il le vit plusieurs fois, Lancelot, et puis après il partage dans le groupe que avant, quand il parlait à un groupe, il se sentait seul, il n'arrivait pas à regarder les autres dans les yeux, il se sentait coupé du monde. Et maintenant, il en est à sa 4e journée, je crois, et il arrive déjà à regarder les autres dans les yeux. Il n'a plus peur du contact visuel. Et pour lui, c'est déjà beaucoup, en fait. Et puis, il y a eu aussi, une fois, une autre expérience, qu'on pourrait appeler jeu aussi, même si on va voir que ça soulève des émotions très profondes, c'est défendre son territoire. Donc là, chaque participant pouvait choisir 3 arbres pour créer un triangle qui symbolise son territoire. Et ensuite, par 2, il y a une personne qui est au centre de son territoire et qui va le défendre, et puis une autre qui va jouer l'envahisseur. Alors bien sûr, il y a un signal de stop, il n'y a pas de violence, chacun est respecté dans son rythme, mais n'empêche que c'était très intéressant de voir comment, dans cette situation qui fait appel à nos instincts archaïques, animaux de défense du territoire, eh bien Lancelot, lui,
il s'empêchait en fait de se défendre. À un moment donné, je dis mais qu'est-ce qui se passe là? Il m'explique qu'en fait il ne veut pas faire mal à l'autre. Il connaît ça par cœur en fait, de s'empêcher d'avoir son besoin pour mettre en avant le besoin de l'autre. Et quand je lui demande qu'est-ce qui pourrait l'aider à pouvoir mieux oser engager sa force, parce qu'il a de la force cet homme-là, pour défendre son territoire, il me dit si je savais que l'autre peut dire stop, alors je pourrais pousser plus. Et c'est ce qui se passe effectivement. Donc l'autre s'engage à dire ok, si jamais je me sens pas bien, je dirais stop. Ok, et donc ça repart. Et là, ça pousse beaucoup plus cette fois-ci. Et là, Lancelot engage sa force. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il s'interrompt ensuite à nouveau. Et il dit en fait que ça lui fait mal, que ça lui rappelle l'enfant qu'il était, qui était envahi tout le temps. Et là, il fait un pas de plus en fait dans son parcours thérapeutique, parce qu'il commence à nous décrire les situations de cet enfant blessé, qui est activé dans les prises de parole en public. Il commence à identifier qu'en public, en fait, il est activé dans ses mémoires émotionnelles d'enfant dans la famille, une famille où il a été souvent envahi, maltraité. Et à ce moment-là, c'est un moment assez touchant en fait, parce que je propose au groupe, dans le feedback qui suit, de faire retour. Et Lancelot, il entend chacun des participants qui se dit prêt à accueillir ce garçon blessé à l'intérieur de lui. Et là, Lancelot, je vois qu'il est partagé. Il y a de l'envie de pouvoir ouvrir un endroit de lui-même où en fait il a fermé depuis des décennies, c'est-à-dire les mémoires émotionnelles de ce garçon, et puis encore un petit peu de peur. Et donc il est sur le seuil d'un accueil de cet enfant en lui pour lui permettre de enfin trouver la sécurité dont il a besoin en fait. Voilà. Et puis, après toutes ces expériences sur le niveau, je dirais, de sensorialité, il y a eu aussi des expériences plus projectives pour Lancelot, où on a proposé à un moment donné d'aller justement trouver un arbre, ou un endroit plutôt dans la forêt où se poser, et là il va s'adosser à un arbre. Et après il nous raconte qu'il a vu cet arbre comme sûr. Et quand on l'invite à en parler un petit peu plus, il nous dit que en fait, ce qu'il avait besoin, c'est de pouvoir trouver de la sécurité. Que lui, en fait, il passe son temps à essayer de sécuriser les autres. Mais qu'à l'intérieur de lui, il cache qu'il y a un endroit où c'est tellement insécure qu'il ne peut pas montrer cette partie de lui. Et c'est ce qui fait que quand il est en public, il y a une espèce de tension énorme, parce qu'il a peur, et il pousse le couvercle sur cette peur pour ne pas la sentir. Or là, en montrant cet arbre comme sûr, en choisissant d'aller s'adosser et de vivre un moment où il a senti que dans son corps il pouvait être sûr, comme il a vu que l'arbre était sûr, il a projeté d'abord au dehors, et après il a introjecté, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a pu sentir en lui-même ce qu'il avait projeté au dehors. Et dans ce mouvement-là, la nature en tant que paysage projectif lui a permis vraiment de s'approprier ce besoin de sûreté et puis de commencer à le sentir dans son corps. Et puis enfin, le troisième niveau, un des éléments où on était vraiment dans le troisième niveau de rencontre avec la nature pour Lancelot, c'est quand il a vécu une expérience assez profonde qu'on a proposée dans la forêt de Fontainebleau, où là, il a vécu tout à la fois dans l'imaginaire et puis aussi dans le corps, les 3 milliards d'années de l'évolution depuis la première cellule de vie qui a vu le jour sur la Terre, probablement dans l'océan, c'est ce que les scientifiques nous disent en tout cas, jusqu'aux poissons, reptiles, mammifères, humains. La forêt de Fontainebleau, en fait, comme tout le nord de la France, était couvert par l'eau il y a environ 40 millions d'années. Et là-bas, il y a des rochers qui constituent parfois des grottes où le sable est parti en dessous. Et donc, on a été dans un endroit où c'était comme une grotte, en fait, pas très profonde, ça faisait à peu près 5 mètres de là, comme ça, et puis 1,50 m de hauteur, et il y avait du sable dessous. Et les participants au groupe Ma Nature se sont installés, couchés, en fait, au fond de la grotte, comme ces premières cellules portées par la mer il y a 3 milliards d'années. Et avec ma collègue, on les a accompagnés par la voix pour qu'ils vivent avec le corps ce chemin de sentir en soi comment c'est d'être une cellule qui se laisse porter, comment c'est de sentir qu'il y a une colonne vertébrale qui se forme à l'intérieur de soi,
et de sentir l'ondulation de sa colonne vertébrale, pouvoir être poisson. Et puis dans ce moment où la vie a quitté les terres, a quitté l'océan pour aller justement vers les terres émergées, eh bien passer vers le dehors, et donc Lancelot parmi les autres est sorti de la grotte et a découvert comment au dehors il y a l'appui à quatre pattes, l'appui des premiers reptiles. Et puis ensuite, quand on a invité chaque participant à éprouver ce que ça peut être que de devenir mammifère, avec l'apparition du cerveau mammalien, le cerveau qui gère les émotions, les relations sociales, l'attachement, les affects, et donc rentrer en contact avec les autres, avoir des contacts corporels, des sons, et ensuite aller vers ce qui s'est passé pour nous les humains, c'est-à-dire se mettre debout, ouvrir les yeux finalement, voir le paysage. Voilà, il a vécu tout ce voyage-là, quelque part il a regoûté en fait à toute l'aventure de la vie. Et ce qu'on a observé, c'est que en fait, il est resté longtemps immobile au début, dans la grotte. Après, il nous dit qu'il avait juste envie d'être en paix. Et il dit qu'il était comme dans une bulle incroyable, qu'il a pu se laisser aller à ce que son corps lui dit, ce qui pour lui est tout à fait nouveau. Et il nous dit aussi que quand il est sorti de la grotte, il était comme dans un autre ventre, au soleil, allongé sur la terre, en paix. Et là, il y a eu plusieurs mois qui sont passés depuis le début de son processus thérapeutique. Et là, on voit qu'il est arrivé à un endroit où il est d'abord beaucoup plus capable de sentir son corps, capable de sentir des bonnes sensations agréables dans son corps, et puis de trouver de la sécurité, non seulement là, dans la nature, mais aussi au contact des autres. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il n'a pas suivi exactement le rythme qu'on a proposé. Il s'est autorisé à vivre son rythme à lui, et cette désobéissance, entre guillemets, on l'a trouvé très positive en fait, parce que pour lui qui était avant très dans les règles, le bon élève un peu soumis à l'autorité, le fait de s'écouter, de pouvoir choisir de faire à son rythme à lui, c'était le signe qu'il a conquis une autorisation de pouvoir entendre son besoin. Voilà. Nous vivons aujourd'hui dans des sociétés qui ont fait de la nature un objet, à savoir une ressource en énergie par exemple, en matériaux pour nous loger, nous vêtir, etc. Et quelque part nous nous sommes coupés d'elle en l'utilisant à notre profit et en oubliant que nous en faisons partie comme un tout. Mais cette façon de l'appréhender est finalement assez récente dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement, parce qu'on ne va pas faire un cours d'histoire, mais comment l'humain s'est positionné face à la nature avant nous, et en fait en quoi ce que nous vivons est assez singulier? En effet, ce qu'on vit là, en fait, c'est complètement exceptionnel, quoi. On fait nos courses dans un supermarché, on travaille dans des bureaux, on se déplace dans des voitures. Enfin, ça fait combien de temps que l'humanité vit comme ça, quelques générations seulement. Donc on est dans le 1 pour 1000 de toute l'histoire de l'humanité, en fait. D'ailleurs, il y a eu une grande révolution, peut-être, dans l'histoire de l'humanité, pour moi peut-être la plus incroyable, c'est quand, il y a environ 10 000 ans, les chasseurs-cueilleurs, qui étaient avant itinérants, qui ne pouvaient pas stocker, qui donc dans leur itinérance cueillaient, prélevaient ce qui était dans le paysage, en étant du coup obligés d'être vraiment très attentifs à tous les signaux végétaux, animaux. Quand ces chasseurs-cueilleurs se sont installés il y a un peu plus de 10 000 ans et qu'ils ont créé l'agriculture, ils ont enclos les animaux, à ce moment-là, l'animal est devenu non plus un être fascinant, imprévisible, magique. L'animal est devenu une possession qu'on va compter. Et ça ouvre la voie déjà, on peut dire, à la chosification du vivant. Moi j'ai pu d'ailleurs l'année dernière vivre une expérience qui m'a vraiment bouleversé. J'ai vécu une semaine d'immersion dans le Jura sauvage avec un guide d'immersion. Et pendant une semaine, on a mangé que ce qu'on a trouvé, on a bu que ce qu'on a trouvé. Avec quelqu'un qui connaît bien. Et j'ai vécu donc une situation de dépendance face au paysage, qui faisait que j'étais toujours en alerte pour trouver la fleur ou la fraise des bois ou la source, une dépendance, et en même temps
il y avait vraiment une gratitude quand je trouvais une plante, de l'eau, ou même une grenouille qu'on a mangée, un poisson qu'on a réussi à attraper, les instincts vraiment de chasseur et puis de la joie vraiment à trouver ça. Et donc d'avoir goûté un tout petit peu à cette vie de chasseur-cueilleur, c'était une ouverture fantastique pour moi. Et pour revenir à cette évolution, donc effectivement ce qu'on vit aujourd'hui c'est la conséquence d'un 10 ou 12 000 ans de chemin, et avec cette bascule aussi de la Renaissance, des temps modernes où l'homme est mis au centre de l'univers, on nous dit qu'il y a de richesses que d'hommes, au moment où Descartes dit que les animaux finalement sont des mécaniques et donc on peut disséquer une grenouille vivante. Et puis on a ensuite la science, l'industrie, et puis on a l'industrialisation de l'agriculture qui fait que même les agriculteurs ne touchent plus la terre. Voilà. Et on arrive à des situations où on travaille dans des bureaux, on fait immeuble, ascenseur, voiture, ascenseur, bureau, et on n'a plus ce contact-là. Et donc vraiment, il y a quelque chose à retrouver. Et je trouve frappant d'ailleurs que l'inventeur de la psychanalyse, Freud, en 1900, il invente un dispositif complètement coupé du monde. La psychanalyse, c'est avec cette coupure où la personne est sur son divan, elle ne voit même pas l'analyste, et elle est dans une pièce qui est fermée. Alors c'est génial parce que du coup, l'analysant, il est complètement avec lui-même. Et en même temps, peut-être que exister, enfin il y a être, mais il y a aussi exister, c'est-à-dire être dans le monde, exister, être au dehors dans le monde, c'est être en lien. Et Ferenczi a amené l'ouverture à la relation dans les années 30, l'école de Palo Alto a amené l'ouverture à la systémie dans les années 50, on a eu ensuite l'arrivée de la psychologie du travail, on a eu ensuite la psychologie transgénérationnelle, et on a maintenant l'ouverture au contact avec la nature, pour que progressivement, finalement, la psychothérapie se réouvre elle aussi au monde vivant. Alors en quoi la nature, au-delà de la reconnexion à notre être profond qu'elle suscite, peut aussi nous aider en tant que collectif, en tant que société? Alors là, il y a un enjeu qui dépasse le champ de la psychothérapie individuelle. On peut, nous, individus, avoir parfois du mal-être, se sentir qu'on est dans une impasse et avoir envie d'être accompagné par quelqu'un pendant un certain temps pour évoluer, pour passer un cap. Mais au-delà de nos individualités, on vit dans un monde social qui est à un moment très particulier de l'histoire de l'humanité et de la Terre, dans le sens où nous humains, par nos activités industrielles, on a réussi à dérégler le climat. On a commencé à entraîner des disparitions de plus en plus rapides d'espèces vivantes, et on a des risques d'effondrement de l'écosystème, si on continue comme ça en tout cas, on ne souhaite pas. Mais pour qu'il y ait la création d'une relation enfin à nouveau harmonieuse entre les humains et le monde vivant, eh bien, ça suppose que nous, les humains, on puisse regarder le vivant non moins comme des choses, comme des ressources qu'on va exploiter, que comme un ensemble d'êtres qui sont sensibles, qui sont capables d'une certaine intelligence. Et comment vivre cette transition intérieure de créer un nouveau lien avec le monde vivant. Alors il y a sûrement plein de chemins, et un des chemins possibles, me semble-t-il, ça peut être justement vivre une psychothérapie en faisant une place au contact avec la nature. Pourquoi ? Parce que quand une personne, que ce soit en séance individuelle ou dans les journées de groupe, va se rencontrer elle-même en passant par l'ouverture sensible aux animaux, aux végétaux, à l'air, à la lumière, à tout ce qui peut être ressenti de subtil en fait dans l'écoute du monde vivant, eh bien il y a une réouverture d'une capacité, on a vu, qui est archaïque en fait en nous, qu'on a juste refermée. Il y a une réouverture d'un accès à cet sentiment de familiarité qui en fait est effective, c'est notre famille, le vivant. On retrouve cette connexion à la famille du vivant. Et donc on pourrait dire que quand la psychothérapie fait une place au contact avec la nature, elle fait coup double. D'abord parce qu'on l'a vu avec l'exemple de Lancelot par exemple, c'est vraiment bénéfique pour soi,
pour sa psychothérapie individuelle, ça aide le patient à se rencontrer et à évoluer plus rapidement, mais aussi parce que ça participe à un mouvement collectif de transition des consciences qui nous amène à se réouvrir au monde vivant. Donc moi je suis vraiment avec beaucoup de plaisir à pratiquer en forêt, dans la nature, mais aussi avec le sentiment que de là où je suis, c'est-à-dire dans mon métier de thérapeute, c'est quelque chose que je peux faire pour participer, même très modestement, à la transition de société qu'on est amené à vivre. Alors justement, comment vous avez intégré concrètement la nature dans vos séances? Et surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est à quel moment ces immersions en nature sont-elles opportunes dans le cheminement thérapeutique? Alors je dirais que dans les premières séances d'une relation thérapeutique, psychothérapeutique, ça va être vraiment le moment pour la personne de pouvoir déposer ses émotions les plus douloureuses. Souvent la personne elle a attendu longtemps en fait avant de prendre son téléphone et d'appeler le psy parce que ça prend du temps une psychothérapie, ça coûte de l'argent, donc en général on attend de vraiment en avoir gros sur la patate comme on dit avant d'appeler le psy, et du coup dans les premières séances il y a tout ce ballon en fait d'émotions douloureuses qui se déversent. Il y a des fois des larmes, il y a des fois des choses qui en fait étaient cachées depuis longtemps et qui peuvent enfin se dire. Et là, moi après avoir commencé finalement à travailler en partie dans la nature, j'ai retrouvé l'intérêt du cabinet de psychothérapie qui est un lieu complètement clos, confidentiel. Et maintenant, je trouve que c'est vraiment intéressant que la première partie de la psychothérapie se déroule dans le cabinet parce qu'il y a la possibilité vraiment de prendre le temps de déposer les émotions les plus douloureuses avec un maximum de sécurité et puis de construire ce lien de confiance qui va s'établir au fil des séances avec le thérapeute. Quelqu'un de sain, c'est quelqu'un qui se méfie. On ne fait pas confiance tout de suite à un inconnu. Donc on a besoin de quelques semaines, de quelques mois peut-être, pour créer cette alliance thérapeutique qui fait qu'à un moment donné, il y a un lien de confiance qui est suffisant et pour pouvoir éventuellement aller dehors, au parc ou en forêt. Et puis aussi pour que les émotions les plus douloureuses se soient déposées et que la personne commence à s'interroger. Bon, maintenant je vois que j'ai ces blessures-là, je vois que je fonctionne comme ça. Par exemple, je m'oublie tout le temps, ou je pense que je n'ai pas le droit de réussir. Ok, maintenant je voudrais en fait inventer une autre façon d'être dans le monde, une autre façon d'être avec les autres. Et à ce moment-là, on peut dire que commence le deuxième temps de la relation thérapeutique, qui est ce moment où la personne va créer une nouvelle façon d'être avec le monde. Et là, c'est quand même intéressant d'aller dans le monde, justement, avec un espace comme le paysage naturel, où il y a beaucoup de stimulation, beaucoup d'interactions possibles, où il y a des choix d'orientation qui sont intéressants, parce qu'un dispositif qui est vraiment très pertinent, je trouve, c'est quand la personne, quand on passe la grille du parc, la personne ensuite choisit quel chemin elle va prendre, en se laissant sentir ce qui l'attire, ce qui la touche. Et donc là, elle va composer son chemin, à partir de quoi elle va choisir. Et là, ça va être intéressant de voir comment elle sent, comment elle pense, comment elle écoute ce qui vient du dedans pour créer sa façon de se relier au monde. Donc on voit bien que dans cette deuxième partie de la thérapie, se reconstruire, ou en tout cas construire une nouvelle façon d'être, le contact avec la nature peut constituer une sorte de laboratoire en fait, où se réinventer. Voilà. Alors, j'ai vraiment schématisé, là, j'ai simplifié, en disant première partie, deuxième partie. En fait, tout ça est entrelacé, tout au long d'un processus thérapeutique. Il y a des émergences de mémoires douloureuses, il y a des envies de s'inventer. Et du coup, moi, j'aurais tendance à proposer qu'il y ait comme ça une première partie de la thérapie plutôt au cabinet. Ensuite, ça peut passer vers des séances en nature, mais il est possible, au gré de la personne, de revenir au cabinet quand elle le souhaite. C'est vraiment, en fait, chaque processus est différent. Et du coup, le thérapeute va amener le patient justement à entendre son besoin, et c'est le besoin du patient qui va créer le chemin, que ce soit en passant par
le parc ou en passant par le cabinet. Par ailleurs, il y a d'autres éco-psychothérapeutes, comme on peut les appeler maintenant, qui vont dès le départ recevoir dans la nature. Il y a différentes façons de faire. Il y en a qui ont aussi des lieux un peu comme des abris, comme ça. Enfin, chaque praticien a son style. D'ailleurs, j'ai créé pour ça le site ecopsychothérapie.fr pour donner au grand public et aussi aux praticiens des repères sur qu'est-ce que c'est que cette éco-psychothérapie, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on peut trouver des praticiens qui font ça, et puis des ressources. Mais pour répondre aussi à votre question sur comment on va travailler, à quel moment on va dehors, je dirais que ça dépend aussi des indications thérapeutiques, ça dépend des besoins des personnes. Prenons l'exemple d'une personne qui vient parce qu'elle est déprimée. Souvent, ce qu'elle vit, c'est qu'elle sent peu son corps. Et le matin, elle n'a pas tellement envie de se lever, elle a perdu le contact avec son désir, avec ce qui lui fait plaisir. Et donc là, une fois qu'elle a déposé ses émotions les plus douloureuses, peut-être qu'elle a identifié qu'il y avait eu un deuil qui avait été trop lourd ou un sentiment de culpabilité trop écrasant, ça va être vraiment retrouver l'accès au plaisir. Et donc là, dans le parc, dans la forêt, c'est la proposition, par exemple, voilà, laissez-vous attirer par des sensations corporelles qui vous font plaisir. Corporelles qui vous font plaisir. Et là, ce sont vraiment des circuits neurologiques qui avaient été un petit peu désinvestis, qui vont être stimulés, et la personne va progressivement retrouver des accès à la possibilité de sentir et choisir le plaisir. Et séance après séance, ça va vraiment avoir un effet. Il y a d'autres besoins, par exemple la dépendance affective. On verra tout à l'heure avec l'exemple de Inès, appelons-la comme ça. La dépendance affective, c'est donc une personne qui en fait, a peu la possibilité d'être bien seule et qui dépend affectivement des autres, qui va toujours chercher le contact avec les autres. Et du coup, elle ne peut pas dire non à l'autre parce que elle n'arrive pas à vivre seule. Et donc la clinique de la dépendance affective, ça va être vraiment comment la personne peut sentir du bon en elle. Donc, on verra tout à l'heure avec l'exemple d'Inès. Et puis, il y a aussi des personnes qui viennent des fois avec vraiment l'envie de se connaître, de se découvrir. Des gens qui sont à un moment de leur vie où ils ont envie de savoir un peu qui ils sont. Et à ce moment-là, aller dans le parc et proposer à la personne de parler d'elle à travers le paysage. Qu'est-ce qui vous ressemble dans ce paysage? Qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce qui vous repousse? Qu'est-ce qui est comme vous? Qu'est-ce qui n'est pas comme vous? La personne, on a vu tout à l'heure, à travers cette fonction projective du paysage, a commencé à parler d'elle. Et puis, il y a aussi des personnes qui vivent, je dirais, une crise d'orientation. Je ne sais pas quel nouveau métier choisir, je ne sais pas quelles études choisir, je ne sais pas quelle configuration familiale, quelle suite donner à ma vie. Et là, une fois que c'est posé, ça, dans le cabinet, pendant les premières séances, qu'on a vérifié que voilà, il n'y a pas d'éléments traumatiques qui n'a pas été entendu, que c'est vraiment la capacité en fait de sentir ce qui est bon pour soi, qui manque à la personne pour s'orienter, eh bien, on va au parc et ça me rappelle la première séance d'éco-psychothérapie que j'ai vécue il y a 5 ans, quand je pratique la psychothérapie depuis 15 ans, et il y a 5 ans seulement, j'ai osé aller en nature après avoir vraiment travaillé ça avec mes superviseurs et puis avec des bases théoriques. J'emmène ce premier patient au château de Champs-sur-Marne. Et donc il arrive devant le château et là il y a 2 chemins, ou à gauche ou à droite, pour contourner le château et accéder au parc qui est derrière. Et il me dit, eh bien j'ai vraiment envie d'aller à gauche, mais on va aller à droite. Alors je lui dis, mais comment ça se fait? Et là, il m'explique qu'en fait, quand il était petit, ses parents lui disaient que dans son assiette, il fallait qu'il commence à manger ce qu'il n'aimait pas pour pouvoir ensuite terminer par ce qu'il aimait bien. Et donc, il dit, oui, moi j'ai toujours appris comme ça. D'abord, le truc qui n'est pas agréable, et puis je garde le meilleur pour la fin. Et je lui demande, alors, mais comment vous vous sentez quand c'est comme ça? Et il me dit, en fait, je fais que des trucs que j'aime pas.
Et là, on rigole, et il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se passe en lui. Et ouais, je suis encore ému en racontant, peut-être parce que c'est la première séance et que ça a été un moment vraiment fort pour moi, d'oser aller pratiquer la psychothérapie dehors. C'était pas rien quand même au départ. Hein. Ça m'a vraiment beaucoup touché ces démarrages. Et là, à ce moment-là, il a une prise de conscience et je lui dis mais qu'est-ce qui serait nouveau dans cette situation-là? Il me dit ce qui serait nouveau en fait c'est de commencer par ce que j'aime bien. Et je lui dis très bien, allons-y. Et donc en fait il passe à gauche. Il passe à gauche et c'est le côté ensoleillé du parc justement. Et là je lui dis ok, qu'est-ce qui va vous guider maintenant? Et en fait progressivement il accepte de se laisser guider non plus par les idées qu'il a sur ce qu'il devrait faire dans le parc, sur le plan qu'il a vu à l'avance, mais plus sur les sensations, sur la sensorialité, le soleil, les odeurs des fleurs, etc. Et il accède finalement à un endroit du parc où il se sent bien en fait, où il y a de la joie, où il y a le sourire qui arrive sur son visage. Donc on voit à travers cet exemple que les personnes qui cherchent leur orientation, qui ont du mal à trouver leur chemin, des fois c'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité de sentir l'émotion qui est là au croisement des chemins, qui fonctionne par une pensée de « je devrais », et pouvoir sentir à nouveau l'émotion, c'est ça, et la sensation, c'est ça qui va permettre un choix qui va être juste et durable, parce que la personne va être durablement à sa place. Voilà. Et puis il y a encore un dernier exemple d'indication clinique qui est les personnes éco-anxieuses, c'est-à-dire qui ont vraiment peur des dérèglements climatiques, des menaces d'effondrement de l'écosystème. On en parlera tout à l'heure parce que c'est un sujet important qui a fait l'objet d'un accompagnement en particulier. Voilà. Est-ce que vous pouvez brièvement donc, nous expliquer le cas d'Inès, qui avait ce problème de dépendance affective et qui a pu se résoudre entre guillemets grâce à la nature, et aussi brièvement, parce qu'on a déjà un peu avancé, comment les personnes éco-anxieuses peuvent trouver de l'apaisement dans l'éco-psychothérapie? Oui, alors vraiment brièvement parce qu'on a déjà beaucoup parlé, mais pour Inès, en fait, elle vivait vraiment une souffrance à une relation toxique. Il y avait vraiment une addiction à une relation amoureuse maltraitante. En fait, Inès, elle ne savait pas dire non. Et donc, elle se sentait vide à l'intérieur d'elle. Elle ne pouvait pas être seule. Alors, la clinique de la dépendance affective, c'est vraiment comment amener la personne à sentir qu'à l'intérieur d'elle-même, il y a un monde d'émotions, de sensations, que ça peut être agréable et donc elle peut exister sans l'autre. Et donc elle peut dire non à l'autre, non à la maltraitance. Et alors en cabinet, ça a été vraiment difficile avec Inès parce qu'elle sentait très peu son corps, elle sentait très peu son monde intérieur. Et c'est pour ça que je lui ai proposé d'aller à un moment donné au parc. Il n'y a eu que 2 séances d'éco-psychothérapie au parc et ça a été suffisant pour qu'elle vive, notamment au contact d'un arbre et notamment allongée sur une pelouse, qu'elle vive un moment où elle a senti sa force dans son corps et où elle a senti que allongée, c'était vraiment bon. Elle a dessiné au retour au cabinet un dessin de elle allongée avec des racines qui descendaient sous elle. Le titre du dessin, c'était « La bonne sensation ». Et en fait, ces 2 séances ont suffi à créer une bascule parce qu'à partir de ça, il y a une connexion vraiment corporelle qui s'est créée et elle a investi sa créativité chez elle, elle a repris une pratique d'art plastique, elle a vraiment évolué à partir de ce moment où, grâce au contact avec la nature, elle a reconnecté son corps. Et on pourrait dire comme une bonne mère, parce que symbolique, parce que si elle se sentait vide comme ça, c'est que la relation primaire avait été, je dirais, défaillante pour Inès. Hein. Et donc la nature a pu jouer le rôle d'une mère rassurante et enveloppante, quoi. D'accord. Et pour les personnes éco-anxieuses? Alors pour les personnes éco-anxieuses, c'est vraiment la nature en fait est liée à leurs demandes, parce que finalement c'est des personnes qui arrivent au cabinet en disant voilà, j'ai vu des vidéos sur l'effondrement, je veux plus faire d'enfants, j'ai peur, je sais plus comment, il n'y a pas de futur. Ça c'est des situations un peu catastrophistes. Et puis il y a des personnes aussi qui sont très maîtrisées, rationnelles, et qui disent voilà, les scientifiques, dans leur écrasante majorité, nous dressent ce constat de dérèglement climatique, de l'effondrement de la chaîne alimentaire à venir si on continue comme ça. Et donc en fait les éco-anxieux, ils sont quelque part plus sains que les éco-paralysés, ceux qui ne veulent rien sentir. Moi-même je suis évidemment éco-anxieux parce que je suis inquiet pour le devenir de la relation
de l'écosystème et de notre relation à l'écosystème. Et ce que j'ai trouvé particulièrement sensible dans l'éco-anxiété, c'est qu'il y a parfois, pas toujours, mais parfois, il y a la projection sur le futur d'effondrements qui ont été vécus dans le passé. Je prends l'exemple d'une patiente qui me dit « mais tout va s'effondrer ». Et quand j'écoute l'histoire de sa vie, il y a eu, quand elle était adolescente, la mort tragique d'une personne de son entourage direct qui a causé un moment vraiment de chaos familial, hein, dont elle n'a pas pu parler, etc. Donc il y a la mémoire de cet effondrement qu'elle a vécu, qui a un certain rôle dans l'effondrement qu'elle voit dans le futur. Hein. Mais en même temps, ces risques d'effondrement qui sont là dans le futur, ils sont bien réels aussi, puisque les scientifiques nous le montrent et qu'on voit par la diminution des espèces vivantes que ça a déjà malheureusement commencé. Donc c'est vraiment l'accompagnement de l'éco-anxiété, un tissage délicat entre le monde intérieur de la personne, toutes les mémoires émotionnelles qu'elle a, et puis tout ce qui se passe à l'extérieur et qui est bien là, réellement au dehors. Donc il y a ce discernement à avoir et ces allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur qui peuvent se vivre au cabinet dans un premier temps, mais qui à un moment donné vraiment gagnent à se vivre au contact de la nature parce que moi j'aime bien là m'inspirer du travail de Joanna Macy, l'éco-psychologue américaine qui a proposé le travail qui relie, un dispositif en 4 étapes. Et la première c'est vraiment retrouver le sentiment de gratitude vers le vivant. Je disais tout à l'heure que quand j'ai fait ma semaine d'immersion dans le Jura, j'ai vraiment retrouvé la gratitude de trouver une fraise des bois et de retrouver vraiment à quel point on est dépendant du monde vivant. Voilà. Donc ça c'est vraiment la première étape du travail qui relie. Et puis après, avec les personnes éco-anxieuses, on peut aller aussi au contact de territoires où la nature est plus abîmée, détruite. Et là, ça éveille des émotions et on écoute ce qui se passe. Avant de rentrer dans la phase de changer de regard et puis aller de l'avant, où ça va, Joanna Macy nous invite à aller vers vraiment une nouvelle façon d'ajuster son existence au monde vivant, par un changement d'attitude avec des actes bien réels, des actes à notre portée, pas trop ambitieux, accessibles. Mais toutes ces étapes, en fait, elles sont très bien pensées et on peut s'en inspirer, en tout cas, dans la clinique individuelle. Et le passage par la nature va être vraiment aidant, justement, pour les vivre. Et enfin, la dernière question pour conclure. Quels conseils pouvez-vous nous donner dans notre vie quotidienne pour faire de la nature un appui et une force dans nos vies ? Alors, eh bien là, disons que j'ai envie de vous faire un petit cadeau, puisque vous avez eu la curiosité et la patience d'écouter cette vidéo pendant 1h15 et du coup j'ai envie de partager avec vous 4 propositions d'expériences sensorielles très simples que vous pouvez vivre dans le parc qui est à côté de chez vous, dans la forêt près de chez vous. C'est vraiment facile, vous pouvez le vivre avec des amis ou même seul. La première de ces 4 propositions, ça pourrait être que simplement, quand vous vous promenez dans ce paysage naturel, eh bien vous vous laissez attirer par des contacts sensoriels agréables. Tout simplement. Hein. Vous laissez votre corps parler, vous écoutez votre corps et vous écoutez vers quoi votre corps il est appelé et vous allez toucher, respirer, vous allez vraiment écouter, vous poser, vivre des contacts sensoriels agréables. C'est tout simple comme proposition, mais ça peut être très puissant. Une deuxième proposition, ça peut être d'aller explorer le paysage naturel en vous demandant à quel endroit je pourrais vraiment être bien, me poser, être soutenu, porté, en sécurité et dans le plaisir. C'est pareil, ça a l'air anodin, ça a l'air tout simple, mais pouvoir choisir un lieu, ou pouvoir ensuite vraiment se déposer, sentir qu'il y a de la sécurité, que c'est plaisant, que c'est bon, et pouvoir relâcher tous ces muscles, pouvoir goûter un moment de détente où en fait on est porté par ce paysage vivant, et puis juste accueillir ce qui se passe, hein, s'offrir un vrai moment de vacuité. C'est Lao Tzu qui dit l'argile fait le vase, mais le vide en fait l'usage. Donc c'est à ce moment-là vraiment vivre qu'on va recevoir tout ce qui vient à ce moment-là. Et puis une
Troisième proposition, ça pourrait être, comme on l'a vu tout à l'heure, que vous alliez marcher dans le parc ou la forêt en vous demandant, tiens, mais s'il y avait un arbre qui me ressemble plus que les autres, ça pourrait être lequel, par exemple? Et vous allez voir, même si ça vous paraît un peu bizarre comme proposition au début, il est probable qu'au bout d'un moment, vous alliez vous arrêter devant tel ou tel arbre, et à ce moment-là, contemplez-le. Demandez-vous, tiens, quelles sont ces particularités qui font résonance avec vous? Prenez le temps de sentir ça, de poser quelques mots à l'intérieur de vous là-dessus. Qu'est-ce que ça dit de vous? Et puis enfin, je vous propose que vous laissiez venir un souhait vers cet arbre. Voilà. Et puis une quatrième proposition qui s'inspire un petit peu de la quête de vision transmise par les traditions amérindiennes. C'est que quand vous vous promenez dans le parc ou dans la forêt, vous laissez venir une question qui vous travaille. Tiens, qu'est-ce qui me travaille en ce moment? Qu'est-ce qui me pose question? Voilà, vous laissez venir et puis vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va venir et qui peut venir même des profondeurs, comme un questionnement qui est vraiment important pour vous en ce moment. Une fois que la question est là, vous continuez votre déambulation dans le parc ou la forêt et vous observez comment, au contact des végétaux, des animaux, de la lumière, du vent, peut-être de la pluie, de la terre, des odeurs, comment il y a des éléments qui peuvent, sans réfléchir, à un moment donné, vous proposer des éléments de réponse à cette question. Et là, il s'agit vraiment de sortir de la pensée rationnelle. Il s'agit d'accepter de faire ce jeu un peu enfantin, de vivre une relation un peu animiste au monde, de se dire que peut-être que ce paysage a entendu ma question et qu'à travers des signes, il peut me répondre. On n'a pas besoin de croyance là, hein, c'est juste un jeu. On peut tout simplement le vivre comme une rencontre projective, mais on ouvre ça. Et si le paysage me répondait? Et on se laisse embarquer, on se laisse emmener vers tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça me raconte? Et puis on contemple et on laisse monter de l'intérieur de soi les réponses à la question qu'on s'est posée. Et bien souvent, on est surpris par ce qui va arriver. C'est très intéressant. Moi, je vais le faire en tout cas. Merci beaucoup, Yann. Avec plaisir.